Les langues qu'on parle tous les jours, ce sont bien plus que de simples outils. En fait, ce sont de véritables fossiles vivants, les échos d'un monde qu'on a complètement oublié. Et si on tend bien l'oreille, on peut commencer à résoudre l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Allez, c'est parti, on plonge dans cette enquête fascinante. Pour commencer, regardons juste cette comparaison. En français, on dit père. Facile. En néerlandais, juste à côté, c'est father. En anglais, father. Et là où ça devient vraiment étrange, c'est quand on va à des milliers de kilomètres, en Inde. En hindi, on dit pitre. La ressemblance est quand même dingue, non? On entend quasiment le même son, la même racine. Et ça nous amène à la question qui tue. Comment est-ce possible que des peuples, séparés par des océans et des continents, partagent des racines pour des mots aussi essentiels que celui-là? C'est vraiment là que notre mystère commence. Alors, cette énigme, elle ne date pas d'hier. On a commencé à trouver des pistes il y a bien longtemps, dès le XVIIIe siècle, quand des linguistes, vraiment intrigués par ces coïncidences un peu bizarres, ont décidé d'y regarder de plus près. Et leur conclusion a été une véritable révolution. Le point clé, c'est que ces mots ne sont pas juste des emprunts, comme on pourrait le penser. Ils sont bien trop anciens, trop fondamentaux. Non, la seule explication qui tient la route, c'est qu'ils viennent tous d'une seule et même langue. Une sorte de langue mère qui, avec le temps, a évolué différemment dans chaque coin du monde. À partir de là, les linguistes se sont lancés dans un projet un peu fou, un projet monumental. Essayer de reconstituer cette langue complètement disparue. On lui a donné un nom, le proto-indo-européen. Attention, le mot proto est hyper important. Il veut dire premier. Mais surtout, il faut bien comprendre que cette langue est hypothétique. On n'a jamais retrouvé le moindre texte écrit, pas une seule inscription. C'est une langue qui a été entièrement rebâtie, pièce par pièce, en comparant les langues qui en sont issues. Un vrai travail de détective. Et le résultat de ce travail est juste spectaculaire. Les chercheurs ont découvert que cette unique langue ancienne a donné naissance non pas à une ou deux, mais à 9 immenses familles de langues. 9 branches qui allaient ensuite recouvrir des continents entiers. Parmi ces familles, il y en a qu'on connaît très bien. Par exemple, les langues romanes, comme le français, l'italien, l'espagnol, qui descendent toutes du latin. Et puis les langues germaniques, qui regroupent l'anglais, l'allemand. Eh bien, toutes ces langues sont en quelque sorte les petites filles de la même grand-mère linguistique. Mais bien sûr, une langue, ça ne voyage pas tout seul dans un sac à dos, elle est portée par des gens. Donc, si cette langue s'est diffusée, ça veut dire qu'un peuple s'est déplacé. Et là, on passe de la linguistique à l'histoire d'une migration humaine absolument colossale. En se basant sur tout un tas d'indices, notamment dans le vocabulaire reconstitué, les historiens ont réussi à localiser un point de départ probable. On pense aujourd'hui que ce peuple vivait dans les immenses steppes au nord de la mer Noire, une région qui correspond en gros à l'Ukraine et au sud de la Russie actuelle. Et puis, à partir du 3e millénaire avant notre ère, il y a environ 5000 ans, ils ont commencé à bouger. Pour des raisons qu'on débat encore, un changement climatique, le besoin de nouvelles terres, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fut une série de vagues migratoires qui ont duré des centaines d'années. Et ces migrations sont parties dans toutes les directions. Certains groupes sont allés plein ouest, jusqu'aux îles britanniques, ce sont les ancêtres des Celtes. D'autres sont partis vers le sud-est et se sont installés là où se trouve aujourd'hui la Turquie, l'Iran et même le nord de l'Inde. C'était un mélange complexe de conquête et de colonisation progressive. Ok, donc on a une langue reconstituée, on a une migration gigantesque, on a l'impression que le puzzle s'assemble. Sauf qu'il reste une question, la plus importante. Mais qui était ce peuple au juste? Et c'est là que l'histoire devient à la fois fascinante et incroyablement frustrante. On est face à un paradoxe qui est assez fou. D'un côté, on a des preuves linguistiques en béton. On a reconstitué une langue avec sa grammaire, son vocabulaire. De l'autre côté, c'est le vide quasi total. Pas un seul bout de texte original. Pas de ruines, pas de poterie qu'on puisse pointer du doigt et dire avec certitude « Voilà, ça, c'est indo-européen ». Rien. Ce peuple indo-européen est donc, en l'état actuel des choses, une construction de l'esprit. Son existence repose entièrement sur l'analyse des mots, pas sur des cailloux ou des objets. C'est un peu un peuple fantôme, dont la seule trace concrète, c'est l'ADN qui se cache au cœur de nos propres langues. Et pourtant, malgré ce côté fantomatique, l'héritage de ce peuple est absolument partout autour de nous. Il a façonné le monde moderne d'une manière qu'on n'imagine même pas. Il suffit de jeter un œil à cette liste. De l'anglais au russe, de l'espagnol au hindi, en passant par le français, bien sûr, toutes ces langues, et des centaines d'autres, sont les descendantes directes de cette unique et même langue originelle. L'impact est juste colossal.
Le parcours donne le vertige quand on y pense. On part d'un petit groupe de tribus perdues dans les steppes il y a 5000 ans et on arrive aujourd'hui à près de la moitié de la population mondiale qui parle une langue issue de cette origine. C'est sans doute l'héritage culturel le plus répandu et en même temps le plus méconnu de toute l'histoire de l'humanité. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si toute une culture, tout un peuple peut s'évanouir au point que son existence même soit une déduction scientifique, ne laissant derrière lui que des mots, quelle trace est-ce que notre propre monde laissera aux archéologues du futur? Quels seront nos propres fossiles? C'est une pensée qui donne à réfléchir.